côté du Katanga, on dit qu'un géant dans la nuit est tombé. Et l'eau qui tombe des ciels, l'eau qui tombe des fronts, l'eau qui tombe des yeux, l'eau qui coule en ondoyant dans le fleuve couleur thé, toute l'eau pleure et gémit dans cette nuit où la mort a visage de géant. Du côté du Katanga, si l'on vous dit ma mère en désignant du doigt, voici la place, voilà, où gît l'enfant perdu. Ne croyez mot, ma mère, ne croyez pas. C'était un géant, maman, qui dans la nuit tomba, cette nuit-là, du côté du Katanga. Un prophète prédit l'avenir, mais le prophète est mort et l'avenir avec lui, quoi qu'il en dise. Aujourd'hui, ses fils et ses filles pleurent, sans même le savoir, sans même le connaître. Son message s'est perdu, son nom est resté. Faut-il ressusciter le prophète? Faut-il lui redonner la parole une dernière fois? Ou faut-il laisser la neige de la Grand-Place laver les dernières traces d'un souvenir absent? Et n'en parlons plus. Haïti, 1960. Léopoldville, capitale de l'ex-Congo belge. C'est le temps de la guerre froide, le temps des damnés. Cette année-là, 16 pays africains accéderont à l'indépendance. L'Afrique se prend pour une patate chaude aux mains des colons qui la lâchent en soufflant. En 1962, je rejoins mon père au Congo avec le reste de ma famille. Mon père faisait partie de ce premier contingent de professeurs, de médecins, d'ingénieurs haïtiens recrutés pour le Congo. Quelqu'un avait imaginé que des Noirs parlant français seraient plus aptes à combler le déficit de cadres que laissaient les Belges derrière eux. On nous logea dans un de ces quartiers de villas abandonnés, où une grande partie de la nouvelle bourgeoisie congolaise avait elle aussi emménagé. J'avais 8 ans et j'apprenais à connaître un nouveau monde, une nouvelle langue. Mon père devint expert en agriculture. Ma mère, secrétaire particulière du premier bourgmestre de Léopoldville. Elle le resta pendant de nombreuses années, malgré remaniements, complots et coups d'État. Aujourd'hui, le Congo est devenu Zaïre.
Léopoldville, Kinshasa. Et ma mère décédée n'est plus là pour voir ces images. Ma mère raconte, il était une fois un roi qui rêvait d'un royaume 80 fois plus grand que le sien. Il fit tellement de tapage à la conférence de Berlin que ses collègues lui firent cadeau du Congo, en espérant que le gâteau, trop lourd à digérer, l'étouffe. 75 ans plus tard, son arrière-petit-fils Baudouin Ier doit rendre ce territoire à ses propriétaires. Alors, je voulais vous poser un certain nombre de questions, Oui. si vous voulez d'abord. Je voulais savoir quel âge vous avez J'ai 35 ans. et où êtes-vous né? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province de Kasaï. Un jour, ma mère ramène à la maison une photo trouvée dans un tiroir poussiéreux de son bureau à l'hôtel de ville. Patrice Lumumba. J'entendais ce nom pour la première fois. Cette photo, je l'ai gardée jusqu'à ce jour, sans vraiment savoir pourquoi. La scène m'intrigue. Que font ces gens ensemble? Les uns paraissent s'ennuyer. Les autres sont là par hasard. D'autres y sont contraints. Un tableau flamand insolite, la conférence de presse. Une scène d'adieu peut-être, à l'insu des participants. Seul l'homme au milieu a l'air de savoir ce qu'il fait là. Tel un Christ, il est entouré, mais il est seul. Peut-être ne l'écoute-t-on même plus. Peut-être des acteurs placés là, comme figurants. Un metteur en scène leur a dit « Soyez objectifs ». Le metteur en scène a dit « Action ». Et les témoins se mettent à nous avons parler. une tradition de liberté d'information qui est très grande. Nous n'avons pas de ministre d'information. C'est vraiment un pays très démocratique au niveau de l'opinion publique. Vous savez comme moi que toutes les grandes agences de presse sont d'origine occidentale, donc tendancieuses, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, il ne faut pas leur faire de procès de manquer d'objectivité. Non, ils essayent au contraire, dans la mesure du possible, d'être aussi objectifs que possible. Mais vous savez, quand je vous parle, je ne suis pas objectif non plus, hein. J'ai voulu retrouver les morceaux du puzzle. Je suis parti chercher les traces du prophète. Pourquoi le chercher ici à Bruxelles et pas ailleurs? Pourquoi ailleurs? J'ai cherché l'âme du prophète, celui qui voyage sans retour, celui qui n'arrive plus à trouver son repos. Bloqué, perdu, il est loin de chez lui. Le maréchal du Zaïre ne le laisserait-il pas rentrer, lui non plus? D'autres prétendent carrément qu'il est mort, ce prophète, mais ils n'ont jamais pu montrer son corps. Tant pis pour eux. Le prophète rôde dans cette ville. Il revient chatouiller les pieds des coupables endormis. C'est bien fait. Ils sont liés à jamais à son destin. On dit que le fils de Tolinga est mort, mais ceux qui le disent n'ont jamais pu montrer son corps. D'abord, l'objectivité, moi je n'y crois pas, c'est une première chose. Ensuite, ces journalistes, même s'ils avaient eux-mêmes une idée
de Lumumba et de son comportement, même s'ils étaient séduits, ils pouvaient difficilement lire. Ils appartenaient à des journaux, surtout en Belgique, qui défendaient la présence belge en Afrique. Donc il n'était pas question qu'un directeur de journal, parce que la presse est libre, mais les journalistes ne le sont pas. Donc il n'était pas question que les journalistes défendent quelqu'un qui voulait chasser les Belges. Ma mère raconte. La règle de domination des Belges est simple. Il faut bien traiter les nègres, mais il faut les garder sots. Mais les sots en ont marre. Les voilà devenus nationalistes. Les colons sont débordés. Les premières émeutes éclatent. Dans le tumulte, deux visages émergent. Joseph Kasavubu, un modéré qui deviendra le candidat des gens de bien, et Patrice Lumumba, du mouvement national congolais, parti unitaire non tribaliste. Le 20 janvier 1960, les négociations pour l'indépendance commencent à Bruxelles sans Lumumba, en prison pour avoir appelé à la désobéissance civile. Les délégués congolais se solidarisent et exigent sa libération. Le gouvernement colonial libère Lumumba. Il arrive à Bruxelles, des pansements au poignet. Mais déjà, parmi ceux qui l'étreignent au bas de l'escalier, des futurs complices de son assassinat. Mais ça, c'est une autre histoire. Jean Van Lierde, pacifiste, ami de Patrice Lumumba. Lumumba a gagné ses élections, ça ennuie les Belges. Même le palais n'est pas content, tous les politiciens belges ne sont pas contents. Et on dit qu'il faut trouver un moyen que ce ne soit pas ce Patrice Lumumba, dont l'image, pour beaucoup de Belges, est celle de quelqu'un de douteux, c'est un communiste, on va avoir que des ennuis avec lui. Et la tension est tellement grande, parce qu'on se rend compte que, puisqu'il a gagné les élections, il est impossible que le prochain pouvoir politique congolais qui ne soit pas associé à ces choses. 30 juin 1960, le jour de l'indépendance. Le roi parle longuement des colons, de Léopold II. Il demande de penser à ces pionniers de l'émancipation africaine. Il demande surtout de ne rien changer, si on n'est pas sûr de faire mieux. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Le roi a parlé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Puis, le président dit ce qu'il devait dire et remercie le roi. De l'autre côté de la tribune, quelqu'un fignole un discours non prévu au protocole. Il va dire ce qu'il ne faut pas dire. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis,
qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Le premier signe que quelque chose clochait, c'est au fond l'écoute que j'ai faite vers midi du discours prononcé par le Premier ministre Lumumba à Kinshasa, que j'ai écouté. Et alors là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le sens que l'on espérait. Les images ont été perdues, la voix est restée. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Alors, je crois que je peux même affirmer que le roi était d'assez mauvaise humeur après le discours et qu'il a voulu quitter. Et immédiatement, il est rentré en Belgique et que, bon, c'est se rendant à la raison d'État qu'il est resté et qu'il a assisté au repas qui était prévu et où Lumumba, d'ailleurs, a fait un discours beaucoup plus aimable à l'égard de la Belgique, mais je crois que le mal était fait. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre excès de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Pour moi, c'est un super excité qui n'est pas capable de faire une échelle de valeur entre ce qui est important, ce qui est le moins et ce qui n'est pas du tout. Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba. Le contexte de l'époque faisait que quand on était vraiment un nationaliste qui aimait son pays et que les mots d'ordre, bon, que tous les politiciens disaient indépendance, liberté, liberté économique, indépendance économique et tout ça, c'est qu'il y croyait vraiment. Et les gens se sont rendus compte que ce n'était pas uniquement des slogans électoraux ou bien pour avoir des voix, mais que c'était un homme. À partir d'un certain moment, on ne pouvait pas composer avec lui sur l'indépendance de son pays et sur certains principes qu'il a érigés. Et je pense que c'est pour cela qu'on a vu toute cette coalition, parce qu'il n'y avait pas que la presse, il y avait aussi l'Église, qui a été aussi très pugnace et très dure vis-à-vis de Patrice Lumumba aussi. Et même pour d'autres politiciens qui avaient aussi lancé les mêmes mots d'ordre, qui avaient dit aussi les mêmes choses, mais ils n'ont pas été attaqués de la même façon. On vous lâche au volant d'un bolide roulant à 200 km à l'heure, en sachant que vous n'avez jamais conduit de votre vie. On vous dit, allez-y, c'est votre tour. Dur apprentissage. Juste avant les festivités, Lumumba confie à un ami, « Enfin, je vais pouvoir me reposer. » C'est fou ce qu'un prophète peut se tromper. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okipwaza, tcha-tcha, tubakini. Parfois, on croit tenir le lien des choses. Parfois, il vous échappe. Que dire d'une histoire de meurtre vieille de 30 ans? Il y a des souvenirs dont on se débarrasse volontiers. Pour le bourreau, comme pour la victime. Et puis l'assassin n'est pas souvent celui qu'on croit.
Il y a bien des manières de tuer. Anissé Kachamura, ministre de l'Information dans le gouvernement Lumumba. Nous, on ne savait pas que nous a donné l'indépendance d'un côté, et de l'autre côté, disons d'une autre manière, on nous a donné l'indépendance par la main droite et la prendre par la main gauche. Et souvent c'était courant, tous les colonisateurs c'était à peu près pareil, même en France. L'indépendance, on donne ça. L'ancien pays colonisateur essaie de reprendre ou même de provoquer la restauration. Malheureusement, chez nous, ça réussit. 2 jours seulement après les festivités de l'indépendance, les soldats de la force publique sont mécontents de se retrouver sans promotion avec les mêmes officiers belges. C'est la révolte. Chez les Européens, la panique. Le départ des cadres paralyse l'administration. Bon, j'étais un peu surpris parce que jusqu'à présent, on avait toujours considéré que la force publique coloniale, qui restait intacte après le 30 juin, était la meilleure garantie que l'on avait de la réussite de ce qu'on a appelé le Paris belge, c'est-à-dire installer un gouvernement congolais, un parlement congolais, avec une administration qui restait massivement belge. Et bon, de voir le début de cet effondrement de la force publique, c'était assez affolant. Malgré l'opposition du gouvernement légitime congolais, les troupes belges débarquent. C'était quelque chose de terrible, alors que Patrice ne voulait absolument pas le départ des Belges, et c'est ceux de la force publique, ceux à qui on avait enseigné d'écraser leurs frères, c'est eux qui se sont rebellés à la fois contre le gouvernement congolais et contre les Belges et les coloniaux qui étaient là à l'époque. Et ça, c'est vrai que cette image restera, parce que le comble, c'est que dans cette même presse dont vous parlez, à l'époque, on disait « mais c'est de sa faute s'il y a cette rébellion, si on veut violer des femmes, etc. C'est à cause de ses discours, à cause de la politique du MNC. » Alors que c'était la faute des gens de la force publique que tout ça s'était produit. Alors on a exagéré terriblement dans toute la presse les événements de l'époque. Le pays éclate. Avec l'aide des Belges, Moïse Tshombe proclame l'indépendance du Katanga, la plus riche province du Congo. Lumumba, sans argent, sans cadre, sans administration, sans armée, fait appel à l'ONU. Ils viendront et il le regrettera. Pierre de Vos, 1991, directeur de l'information à la télévision belge. Je vous disais que c'était un désert politique autour de Patrice Lumumba. Cette indépendance, incontestablement, est venue, ce que les Belges ont toujours dit, très vite. Les Belges ont dit trop vite, je crois que ça ne servait absolument à rien d'attendre plus. Il fallait que ce pays soit indépendant, et le 30 juin 60, et c'est très bien.
Mais il est évident que la Belgique n'avait pas préparé le Congo à son indépendance. D'aucune manière, il y avait une poignée d'universitaires. Ce pays était à la recherche d'un chef, puisqu'on a voulu éliminer Lumumba, que Kasavubu n'était pas capable de contrôler le pays. Alors qui les Occidentaux ont-ils pris? Le chef de l'armée, c'est le même jeu partout, il n'y avait personne d'autre. Et dans l'ensemble, je crois que le choix n'a pas été mauvais. On peut faire à Mobutu tous les reproches qu'on veut, mais il a quand même rétabli l'unité de ce pays. Il a mis fin au massacre. C'est déjà pas mal. Mon colonel, qui êtes-vous? J'ai presque 30 ans. Mes études, je les ai commencées ici à Léopoldville pour les continuer à Coquilletteville, à l'école moyenne, les frères des écoles chrétiennes. Après mes études moyennes, j'ai été mobilisé, donc incorporé à la force publique pour un terme de 7 ans. J'ai passé 2 années à l'école des comptables dactylographes de Louabourg. Ensuite, j'ai été attaché au quartier général de la force publique pendant 4 ans, ici à Léopoldville. À ma démobilisation, j'ai été engagé en qualité de journaliste à l'Avenir de Léopoldville, avant d'être nommé rédacteur en chef des actualités africaines. Une famille comme les autres. Non, l'ambition ne se lit pas sur les visages. Ne mords pas la main qui te nourrit. Il prendra la main et tout le reste. Et puis un jour, il se nommera lui-même maréchal. Il y avait des journalistes qui n'étaient pas les journalistes. Il y en avait beaucoup qui étaient des... Par exemple, les Chinois marchaient en rang, avec tous un petit appareil photo, là, comme ça, un bout de ficelle. C'était évidemment pas des journalistes. Serge Michel, militant du FLN algérien, attaché de presse de Patrice Lumumba. Tous les fantasmes alimentaient le travail de ces gens, si on peut appeler ça du travail. Beaucoup écrivaient au bar. Beaucoup écrivaient très rapidement. Moi, j'étais au bar du Memling pour pouvoir trouver les journalistes. Quand M. Latour est arrivé un peu en retard, il faut le dire, il m'a dit quelle lecture me conseillez-vous? Alors, pour rattraper son retard, j'ai dit, bien, je vous recommande l'anthologie du surréalisme par Maurice Nadeau aux éditions du Seuil. Et il l'a noté scrupuleusement, je ne sais pas s'il l'a lu. Des trous noirs, des images dans ma tête, des images interdites mais inoffensives. Le maréchal du Zaïre nous laisserait peut-être bien filmer dans son pays, mais ses services de renseignement sont irrités et s'agitent. Ces trous noirs seraient-ils plus corrosifs que les images qu'ils sont supposés cacher? Il y a les images et ceux qui les créent. Des journalistes ont écrit « Lumumba, le dictateur arriviste, le premier nègre d'un soi-disant État, Monsieur Uranium, l'Elvis Presley de la politique africaine, le Premier ministre fou furieux. » Ils ont écrit « L'ambitieux manipulateur, le politicien de la brousse, le nègre à la barbe de chèvre. Le lutin Lumumba, l'apprenti dictateur, moitié charlatan, moitié missionnaire. La force des images, a dit quelqu'un. « 30 ans de perdu. Un jour, il faudra tout recommencer à zéro. » Et c'est ainsi, par exemple, que mes parents sont des catholiques. Et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes 4 enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Ma mère raconte.
Au royaume du Rwansinga, il y avait d'immenses forêts, des esclaves, certes, mais aussi de l'ivoire, du diamant et divers métaux qu'on ne savait pas encore précieux. Au royaume du Rwansinga, les sauvages se croyaient heureux. Quelques siècles plus tard, des missionnaires sont venus leur dire que non. Puis, les colons ont suivi. Ma mère raconte, on dit qu'au Congo belge, le chemin de fer de Matadi à Léopoldville a coûté la population d'une province. Un nègre par traverse et un blanc par kilomètre. On dit qu'au début, on avait décidé en haut lieu de verser 100 francs d'indemnité à la femme de chaque indigène mort sur les chantiers. On a dû abandonner cette idée. Par économie, même pas. Ces versements exigeaient une comptabilité, et cette comptabilité permettait d'établir en fin d'année le nombre de morts. C'était trop effrayant. Ma mère raconte, Lumumba arrive à garder le pouvoir pendant 2 mois seulement. Mais quel pouvoir! L'Amérique, encore une fois, s'en est mêlée, à la place des Belges. L'Amérique se fit appeler ONU, Organisation des Nations Unies. Les autres ont suivi, comme d'habitude. L'ONU avait d'autant plus mauvaise conscience qu'en fait, il y avait un quiproquo invraisemblable. C'est Lumumba, avec l'accord de Kasavubu, qui avait appelé les Nations Unies. Et donc, en assistance, pas seulement assistance casque bleu, mais surtout assistance technique, assistance générale, pour aider le pays à démarrer. Et tout se passait comme si, en fait, le gouvernement congolais était sous tutelle du secrétariat général des Nations Unies, ce qui était insupportable. Et c'est de là qu'est venu tout le drame. Il est 23 heures à l'aéroport de Bruxelles. Le dernier vol de la journée est dédié à l'Afrique. Et nous aimerions bien partir aussi. Le producteur à la télévision m'avait averti. Il nous faut des images du Zaïre. C'est ce qui intéresse le spectateur. Le reste, on s'en fout. Sa sincérité l'honore. Soit. Mais comment y aller au Zaïre? Avant même qu'on ait pu demander un visa, nous recevons un téléx de Kinshasa. Votre projet nous intéresse, nous aimerions passer vous voir. Le numéro de l'expéditeur, les services de renseignement zaïrois. Alors, on a préféré rater notre avion. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Alors moi, je ne dirais pas qu'il était communiste convaincu. J'ai toujours pensé qu'un Congolais, enfin un Bantou, un Africain, ne peut pas être communiste parce qu'il est social. Il est extrêmement social. C'est la famille qui prime. C'est le clan. Donc ils sont communistes avant la lettre, si vous voulez.
C'est le pays, c'est le clan, c'est la famille. Vous savez, votre frère, la femme de mon frère meurt, ben je la prends, elle devient ma femme. Non pas dans l'esprit que nous avons sexiste, mais simplement parce qu'il faut l'aider, parce qu'il faut aider les enfants. Le clan, c'est ça. Alors c'est le communisme à la lettre, c'est le christianisme aussi, si vous voulez. À la lettre, avant, dans l'esprit. Alors peut-être qu'il était marxiste, peut-être que... Je ne sais pas, moi je n'ai jamais... Les documents authentiques que nous avons pu déceler le prouvent bien qu'il est communiste. Il ne peut pas le nier. C'est impossible. En cette journée de drame, François Lumumba fait patienter les photographes malgré ses maux de dents. Il pose à la place de son père pour une photo qui ne servira jamais. Ma mère raconte, la conquête du Congo sur le terrain sera plus sanglante qu'à la conférence de Berlin. On créa la force publique, soldats noirs, officiers blancs. Les Congolais qui refusaient de payer les impôts obligatoires étaient condamnés aux travaux forcés ou tués. Les plus chanceux avaient les mains coupées. Amnistie générale est également accordée à tous les Zaïrois résidant à l'étranger et ayant par la parole, par l'écrit ou de quelque manière que ce soit, attenté à la sécurité et aux institutions du pays. En regardant ces photos, je me demande ce que peuvent bien cacher ces visages. Quels rêves, quels secrets qu'ont donc ces hommes en commun? Celui-ci bat sa femme, celui-là aussi. Celui-ci est profondément chrétien, mais un joueur incorrigible. Celui-là aime la musique, mais préfère se saouler au vin de palme. Lui rêve d'un long voyage en bateau au pays de ces blancs qu'il admire. Lui voudrait être un grand cuisinier, ou au moins un soldat. Lui ne sait toujours pas lire, mais paye durement les études de son fils aîné à l'université de Louvain. Et puis les autres, eux aussi ont leurs rêves, leurs illusions, leur destin. Tous réunis par hasard sur cette photo jaunie, réunis par hasard par l'ambition d'un roi. Lui s'appelle peut-être Ramon, comme un ami à moi. Et Marie-Claire qui n'arrive toujours pas. Lui, c'est Lionel. Il aurait aimé être guitariste classique, quelque part dans le Pacifique. Ah, voilà Marie-Claire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain, vous recommencez. Aussitôt, je vous reprends et vous retournez en prison. J'ai souvent lutté contre l'injustice. J'ai été profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon,
il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. C'était un homme intelligent, très vif d'esprit, un rhéteur, il avait une influence considérable sur les foules, mais c'était un passionné, et dans son intelligence, il est évident que la pondération, le jugement, la modération faisaient beaucoup défaut. Voir à travers ce personnage quelles étaient ses convictions définitives était un problème insoluble comme tel. Il y avait incontestablement un risque, incontestablement. Mes souvenirs du Congo, je les déchiffre peu à peu. On venait aider nos frères de couleur, nous avait-on dit. Mais 200 ans de destins différents nous séparaient. Nous étions noirs, mais nous étions blancs. Nous étions différents. Nous étions des Mundele. Avec mes camarades, j'exploitais les ambivalences du moment. J'étais congolais quand cela m'arrangeait, et Mundele quand cela me dispensait d'une corvée dans le groupe. Mon père essaye sa nouvelle caméra. Il a réussi à trouver un groupe de comédiens pour pas un rond. Parmi eux, un futur psychanalyste, un chauffeur de camion, un avocat, 2 hommes d'affaires, un cinéaste et un infirmier. Ma mère raconte. Lumumba est illégalement destitué par celui qui était devenu président grâce à lui. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Lumumba destitue à son tour le président Kasavubu. Mais il est trop tard. L'armée n'est plus avec lui. L'ambassade américaine vient de payer la solde des soldats avec des billets neufs. Après, n'est-ce pas, ma révolution pacifique, qui est celle d'ailleurs de l'armée. Et puis, comme vous le savez, j'ai été contacté, M. Kasavubu et Lumumba, pour voir, n'est-ce pas, quelle était la position de chacun. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Ironie de l'histoire. L'histoire n'a pas d'ironie. Elle règle ses comptes. Malgré les critiques de ses amis, Lumumba avait gardé Mobutu près de lui. Ne mords pas la main qui te nourrit. Il a pris la main et tout le reste.
Mobutu, il était avec nous jusqu'à la fin. Il passait ses journées avec nous. Il mangeait avec nous. Il mangeait avec nous et il buvait surtout. Mais je veux dire qu'il est complètement inscrit dans la vie de famille, la vie du petit groupe. Bon, je ne vais pas dire maintenant un certain nombre de noms, puisque ça ne dirait plus grand-chose. Mais il y avait quand même des personnalités politiques très représentatives du Congo qui étaient là tout le temps autour de nous. Et puis, pour donner une idée de l'invraisemblable comportement des gens, c'est qu'un soir, Mobutu était en retard pour venir dîner, moi aussi, et donc on avait une longue table, et il était à bout, moi à l'autre. Et il grognait, il avait déjà pas mal bu. Il grognait et il essayait de m'attaquer. Il m'a essayé de m'attaquer, il me disait qu'est-ce que j'avais fait à l'armée. Je vais faire à l'armée, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Alors, bon, je lui dis, mais moi, j'ai rien fait à l'armée. Bon, bref. Lumumba était avec 2-3 autres sur un sofa, là, il travaillait. Avec des tas de paperasse, il n'était pas loin de minuit. Il s'en va, il dit, bon, Patrice, je m'en vais. Et Patrice lui dit, oui, va te coucher. Un peu excédé. Et une demi-heure après, Mobutu, alors il revient d'abord, tout de suite, quelques minutes après de sortir, il revient. Je veux du champagne, j'ai quelque chose à fêter. Alors Lumumba lui dit, tu nous ennuies, tu sais bien où il est, tu vas dans la cuisine, tu te sers, et puis voilà. Et il prend un magnum de champagne et il rentre chez lui. Et 3 quarts d'heure plus tard, il arrive avec des soldats en armes et il nous dit, il était complètement cuit, et il nous dit, au nom du peuple, je vous arrête tous. Alors il y a Lumumba qui s'est levé, qui l'a pris comme ça par l'épaule, qui l'a retourné, tu vas te coucher. Et il a été se coucher. Donc c'est le premier coup d'État raté. Vous voyez, c'est pour vous dire à quel point c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi ces images reviennent-elles dans ma tête? Qu'ont-elles à voir avec Patrice Lumumba, avec quelques millions de morts, avec l'uranium du Congo, avec un vieux roi avide? L'Holocauste, la seule unité de mesure de la race humaine. Imaginez qu'il n'y ait pas de ciel, pas d'enfer. Imaginez qu'il n'y ait pas d'explication à tout ça. Et s'il n'y avait pas eu l'uranium du Katanga pour construire la bombe d'Hiroshima? Il y a la vie, puis il y a la mort. Après, il n'y a rien. Un jour, il a compris qu'il y avait mort et mort. Rien de nouveau, direz-vous. Mais il a aussi compris que ce n'était pas forcément une histoire de peau. Il y a, pendant le mois de décembre, une volonté qui se cristallise à tous les niveaux qu'il faut, si on veut voir un gouvernement pouvoir gouverner à Léo, il faut absolument que Lumumba soit neutralisé, entre guillemets. Alors neutralisé, vous savez, vous pouvez dire, pour moi neutralisé, ça veut dire que on le met en résidence surveillée, pour d'autres qu'on l'expatrie, pour d'autres qu'on le liquide physiquement. Je crois que c'est pas dans les mœurs à l'époque, hein, c'est pas dans les mœurs congolaises. Le crime politique, on ne connaît pas à l'époque. Bon, après, je ne dis pas que ça ne va pas changer, mais à cette époque-là, il n'y a personne qui, à mon avis, prend la décision de liquider l'ancien Premier ministre. On veut tous qu'il s'en aille, on veut tous qu'il ne présente plus aucune menace pour les gens en place. Les gens en place, c'est le groupe de Binza, c'est le président Gazabou. Bon, il faut trouver une solution. Tout s'effondre autour de Lumumba.
En résidence surveillée dans sa villa depuis 2 mois et demi, il décide le 27 novembre 1960 de quitter clandestinement la capitale pour rejoindre ses partisans dans le nord du pays. C'est Mobutu qui enverra des soldats à sa poursuite. L'Holocauste n'avait aucun impératif économique. C'est ce qui a rendu les choses plus claires. La vieille Europe civilisée tuait minutieusement sa propre élite. Pour chaque mort, la douleur reste la même. Il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio, un catalogo è lì che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300, 1.300, 1.300. Ils n'ont formé ni ingénieur, ni avocat, ni médecin. Mais à Léopoldville, il y avait un évêque congolais. Il y a eu beaucoup de visites de Congolais en Belgique. Ils pouvaient venir en Belgique, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, strictement interdit. Avant la guerre, quand un Congolais venait en Belgique, il était obligé d'y rester. Pas question qu'il retourne là-bas parce qu'il ne fallait pas qu'il explique aux populations comment ça se passe en Europe. Bonsoir mes frères, Zao, Zambo, Mpeya, Ekia, Pemba et Kitokwa, qu'on a oubliés ici. Je vous dis honneur, vous me dites respect. Vous non plus, vous n'avez pas trouvé le chemin du pays. On vous a fait venir ici lors de l'exposition universelle de 1897 pour montrer les bienfaits de la colonie. Manque de chance, à circuler comme ça en pagne dans ce pays froid, un simple rhume vous a emporté. Malgré les réticences de la paroisse, le curé de Tervuren vous a prêté un morceau de terre pour reposer vos restes. C'est déjà ça. Vous tenez compagnie au prophète. Je vous dis honneur, vous me dites respect, mes frères. Mais un jour, il faudra venir vous chercher. En 1877, l'explorateur anglais Stanley part à la découverte du fleuve Congo. Près d'un siècle plus tard, ma famille et moi découvrons l'Europe. Mais nous avons pris des pulls. À Ostende ou au port de Pirée, c'est nous les Noirs, les touristes. On n'arrive pas à se débarrasser de cette impression de surprendre les acteurs derrière les rideaux.
Un jour, mon père me laisse imprudemment tenir sa caméra. Mes premières images. Aujourd'hui, ma fille qui les regarde avec moi me demande ma réaction à l'époque devant ce taureau que l'on tue. Je n'ai pas osé lui dire que mon plus grand problème, c'était de garder la mise au point. Ma mère raconte. Grand remue-ménage. Mon patron, depuis le second putsch du maréchal en 1965, est un gouverneur militaire. Un jour, il me demande de taper la commande suivante. Des cordes, du tissu noir et du bois. J'ai compris alors qu'il était temps pour moi de quitter ce bureau où j'avais vu passer tant de monde. Le tissu noir, c'était pour fabriquer des cagoules. Les cordes, c'était pour pendre Bamba, Kimba, Mahamba et Anani, accusés de complot par le maréchal. Le bois, c'était pour leur cercueil. J'ai demandé à mon amie Césarine si elle se souvenait des pendus de la Pentecôte. Il n'y a pas d'image de cette pendaison, mais ces images existent bien dans nos cauchemars. Ce soir-là, beaucoup ont pleuré dans la cité populaire. Ils ont pleuré de honte, ils ont pleuré d'impuissance. Je pense qu'il le savait dans une certaine mesure parce que, d'après ce fait par ma mère, par les gens qui étaient très proches de lui, à la fin, non seulement qu'il se sentait un peu incompris par ses amis, ses compatriotes, ainsi de suite, et je pense qu'à la fin, il sentait qu'il allait mourir, parce qu'il le disait assez souvent. Il répétait assez souvent à ma mère, je sais que je vais quitter mes enfants et je ne vais pas les élever. Donc, il disait souvent, je vais abandonner mes enfants et je vais mourir. Donc ça, c'était vers la fin. Il le savait. They caught him on his way to Stanleyville and flew him back. Patrice Lumumba securely wrote. With him were men who served in his cabinet when he was Prime Minister. They were bundled into a heavily guarded lorry and driven off towards a place called Binza. Lumumba had been under house arrest, protected by UN troops in Leopoldville, when he escaped. His recapture was quite a triumph for Colonel Mobutu, who now saw his enemy arise. Lumumba's bonds are tightened. They were taking no chances. And his wife and child watch his humiliation. The whole affair, of course, serves to underline once again the conditions prevailing in the Congo. It's not enough to arrest a man. He must apparently be beaten up as well, then put him on trial later, no doubt. As for Mobutu's troops, they yelled and danced with joy. They had won a great victory. They had got Lumumba after trying to lay their hands on him for months. Aux archives de la British Movietone News à Londres, ces images ont coûté 3 000 $ la minute. On s'habitue, tout passe, les images restent. Un Congolais gagne 150 $ par an. La mémoire meurtrie coûte cher.
Lumumba écrit de sa prison. Nous vivons dans des conditions absolument impossibles et contraires à la loi. La nourriture que nous recevons est mauvaise et insuffisante, et il m'arrive souvent de ne manger qu'une banane pendant 3 ou 4 jours. Les vêtements que je porte déjà depuis 35 jours n'ont jamais été lavés. Il m'est interdit de porter des souliers. Je vous écris clandestinement sur du mauvais papier. 6 décembre 1960, déclaration du colonel Mobutu. Lumumba a 3 serviteurs à sa disposition. Il couche dans un bon lit et l'armée nationale dépense 1000 francs par jour pour lui et pour ses compagnons. Serge Michel, 1991, anarchiste retraité. C'était un mystique de la liberté, c'était certaines facettes de lui, me donnaient à penser, moi, une espèce de révolutionnaire du XVIIIe siècle, du siècle des Grandes Lumières, de la victoire de la liberté sur l'esclavage, la victoire de la vérité sur le mensonge, etc. La victoire du verbe sur le mal. Bon, et puis c'était un laïc, un vrai laïc. Mais écoutez, là, je vais vous dire très franchement que je crois que c'est en fait un mythe, mais c'est pas un mythe congolais. C'est à l'extérieur, c'est surtout à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que les Congolais, il y a encore un parti lumumbiste au Congo, qui a des partisans, mais il n'y a plus le charisme de Lumumba. Et ce genre de mythe, les Africains aiment bien ce qui est vivant. Je ne crois pas que ça marche très fort là-bas. Non, je suis même sûr que ça ne marche pas. Les mythes construits autour d'un héros mort, ça marche en Amérique latine, ça marche partout, mais jusqu'à présent, je crois qu'en Afrique, on a... Enfin, je sais pas, vous voyez un exemple? Le prophète rôde sur la grande place. Il revient chatouiller les pieds des coupables. Vous ai-je raconté la fin du prophète? Chut. Laissons-les passer. Ce n'est pas une histoire pour eux. Le prophète ne veut pas se faire oublier. Il cherche un peu de chaleur et embête tout le monde. Il serait bien retourné dans son pays, mais le pardon du maréchal ne vaut pas son poids en plomb. De heer Mon van der Ostein. On a dû s'y prendre à 2 fois pour faire disparaître les corps. Il paraît qu'on a vu 2 blancs dans la savane, 2 hommes en uniforme de police. Il paraît qu'ils ont roulé toute la nuit. Dans la camionnette des travaux publics, il paraît qu'il y avait une scie à métaux, 2 couteaux de boucher, 25 litres d'acide sulfurique, de l'essence, un gros tonneau vide et du whisky. Le prophète soigne son image et vient dire bonjour en voisin. Un prophète humilié d'ailleurs, un prophète sans sépulture. Comment trouver la paix? Pourquoi diable n'a-t-il pas attendu? Pourquoi diable n'a-t-il pas laissé la situation pourrir? Et plus tard, il serait revenu en sauveur dans son pays.
Le commissaire et son frère travaillent toute la nuit. Ils déterrent les corps, ils coupent, ils scient, ils brûlent, ils se saoulent au whisky. L'acide fait disparaître la plupart des morceaux. En présence de quelques conseillers belges, Kasavubu, Mobutu et quelques autres prennent la décision de livrer Lumumba et ses compagnons à leur pire ennemi katangais, Tshombe, Munongo et les autres. Message codé d'un conseiller belge à son collègue au Katanga. Demande accord du juif pour recevoir Satan. Le 17 janvier 1961, Lumumba et ses compagnons sont transférés au Katanga. Dans une villa de la banlieue d'Elisabethville, ils seront battus, humiliés, torturés. Ce soir-là, la liste des visiteurs sera longue. Des ministres katangais, des conseillers belges, des officiers, tous venus pour narguer leur ennemi. À 22 heures, un long convoi emmènera Okito, Mpolo et Lumumba loin dans la savane. On raconte qu'ils n'ont pas voulu prier. On raconte qu'ils sont morts dans l'indignité. On raconte que seul Okito a légèrement tremblé avant de se placer devant le peloton d'exécution. C'était sans doute le froid. On raconte qu'aujourd'hui encore, les arbres dans la savane sont criblés de balles. Du côté du Katanga, on dit qu'un géant dans la nuit est tombé. Et l'eau qui tombe des ciels, l'eau qui tombe des fronts, l'eau qui tombe des yeux, l'eau qui coule en ondoyant dans le fleuve couleur thé. Toute l'eau pleure et gémit dans cette nuit où la mort a visage de géant. Sur le long chemin du retour, le commissaire et son frère éparpillent ce qui reste. Quelques morceaux d'os calcinés, des boucles de ceinture, des dents. Pourquoi donc les autoroutes belges restent-elles allumées toute la nuit? Je sais, elle n'est pas belle mon histoire, mais c'est l'histoire de Patrice. On dit que le fils de Tolinga est mort, mais ceux qui le disent n'ont jamais pu montrer son corps.